Sophie Vanek, qui nous vient de l'ULB. Elle est astrophysicienne, mais sa spécialité, en fait, c'est l'étude et la compréhension de la composition fine des étoiles. Et dans ce cadre-là, elle travaille avec, dans le cadre de la mission Gaia, qui est une mission d'astrométrie, donc mesure de distance. Et donc Sophie est une chercheuse de référence dans son domaine. On compte plus évidemment le nombre de publications. Elle peut se targuer aussi d'avoir publié dans Nature, qui est ce qui n'est vraiment ce qui est un grand privilège. Mais non seulement c'est une chercheuse de haut niveau, mais c'est aussi une grande vulgarisatrice, puisqu'elle a reçu il y a quelques mois en fait le trophée de la vulgarisation scientifique. Prise de l'ISS. Enfin, elle est ronde, pas tant que ça. Hein. En réalité, déjà, elle est fort aplatie. Hein. C'est un petit peu un ballon de rugby, d'accord, qui est allongé à l'équateur et puis un peu aplati au pôle. Et puis, en fait, voilà, c'est même pas exactement un ellipsoïde de révolution, parce que, bon, alors là, évidemment, les contrastes sont très augmentés sur cette image. Mais néanmoins, vous voyez, c'est un espèce de patatoïde avec une dépression ici dans l'océan Indien et puis ici des zones un peu plus surélevées, d'accord ? Voilà. Alors, en passant, voilà, ça on peut toujours le dire, voilà, comme le rayon à l'équateur est beaucoup plus grand que le rayon au pôle, eh bien, le point de la Terre qui est le plus éloigné du centre de la Terre, eh bien, c'est pas l'Everest, si vous voulez, si on mesure comme ça, hein, le point le plus élevé de la Terre. C'est un volcan qui est situé à l'équateur, c'est le volcan Chimborazo, qui est à l'équateur, parce que justement déjà on bénéficie du petit renflement de la Terre à l'équateur. Alors ce volcan, il a beau faire que 6263 mètres, eh bien, du coup, il a une distance par rapport au centre de la Terre plus grande que la distance entre le centre de la Terre et le sommet de l'Everest. Donc, je vais vous présenter quelque chose sur déjà, pour beaucoup de gens, ça va être très surprenant. Il y a encore des gens qui sont venus me dire « Ah, je n'avais jamais entendu parler de cette théorie de la biplate. » Encore, ça fait un moment que c'est là. Hein. Donc, dans le groupe Mental Combat, il y avait aussi Nofir qui a apporté beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à tous. Alors, ici, on a un gyroscope. Si tu modifies l'angle du plateau du dessous, le plateau du dessous, la toupie va suivre cet angle pour rester à 90 degrés et indiquera ainsi 0 courbure à l'équateur.
Si tu fais de même avec un objet aimanté à 100 km d'altitude, tu obtiendras un satellite géostationnaire qui reste en l'air tant qu'il tourne sur lui-même. Alors, démonstration. Je mets ça. Alors, vous voyez, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. Ça se passe de commentaires. Donc, on peut voir que même dans une atmosphère qui est fluctuante, hein, elle n'est pas... alors, pourtant, c'est qu'une bulle d'eau. Mais vous voyez, c'est un peu aimanté quand même, parce qu'il y a un champ qu'on a voulu créer. Il y a le champ de la Terre aussi. Mais cette petite expérience montre que, voilà, la technique des satellites géostationnaires peuvent rester dans une atmosphère. Ils ne sont pas obligés d'être dans l'espace. Dans une magnétosphère, plus précisément, je dirais même, là, en l'occurrence. Donc, je mets le chat devant mes yeux et on avance. Alors, les images que tu as créées sont effectivement inédites et introuvables sur le net, bien sûr, puisque je ne les ai pas encore publiées sur le net et c'est moi qui les ai faites. Alors, donc, c'est un modèle schématique de la représentation que nos fiers nous offrent de la biplate. Et il faut comprendre que l'eau courbe à l'équateur. Et de toute façon, si tu penses que la Terre est sphérique, tu n'as pas beaucoup de mal à imaginer donc que l'eau courbe, puisque dans le concept de la Terre sphérique, eh bien, aux équateurs, il y a une courbe qui passe d'une hémisphère à l'autre. Donc forcément, l'eau courbe. Mais dis-toi que dans le monde de la Terre plate, les gens veulent nous faire croire que aux équateurs, là que nous voyons, les équateurs que nous voyons ici, hein, eh bien qu'il y aurait un mur de glace. Mais en fait, ce mur de glace, pour eux, c'est plus loin parce qu'ils replient le bas de l'équateur sur un seul plan de dimension et rallongent et mettent un mur de glace et certains même rajoutent d'autres continents avec d'autres murs de glace. Nous venons expliquer avec un petit modèle que la Terre ne bouge pas en fait. C'est le ciel qui a autour les étoiles qui sont pris dans la magnétosphère, puisqu'on va démontrer que, bien sûr, la Terre est un gigantesque aimant incommensurablement puissant de son magnétisme qui soutient le moindre atome, la moindre molécule, cellule, etc. Donc, il faut comprendre que il y a des... On va aborder de vidéo en vidéo doucement. Doucement, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent. On va aller doucement puisque c'est quelque chose qui fait mal à la tête aux gens. Ils ne comprennent pas que l'eau courbe à l'équateur et que les effets que nous voyons du magnétisme des courants marins ou aériens à l'équateur, ce n'est pas dû au hasard. Il y a des champs magnétiques que la Terre a. Et il n'y a pas 50 champs magnétiques. Il y en a un seul modèle que la nature produit avec un plus, un moins. Et bien sûr, le plus et le moins ne passent jamais un flux direct. Il y a toujours un point de convertisseur, je veux dire. Et cet équateur magnétique convertit les pôles plus et moins en flux simultanés.
entrant et sortant. Donc pour moi, la Terre n'est pas sphérique parce que tu n'as pas vu Tieb, tu n'as pas vu le début de la vidéo où justement la physicienne publiée dans Nature nous explique que la Terre n'est pas sphérique, qu'aucun scientifique astrophysicien aujourd'hui n'ose dire une telle chose parce qu'ils savent très bien que les pôles sont aplatis. Elle l'a démontré, elle a dit elle n'est ni une sphère ni un ellipsoïde. Ce que je veux vous montrer, c'est que ces personnes vont remplir voilà, un filet d'eau et ils vont frotter sur leurs cheveux ou leurs vêtements un petit tube en plastique, ce qui produit de l'électricité statique. Et on constate que quand ils approchent, l'eau courbe, puisque le magnétisme de l'électricité statique créé par le frottement crée un petit champ magnétique et qui rentre en contact avec l'eau. Donc voilà, pour vous montrer que le tube en lui-même, c'est un cercle allongé. Ce n'est pas une sphère. Mais son bord est complètement arrondi, comme les bords d'une terre. Donc on voit bien que là, dans cette expérience, un simple électricité statique sur du plastique, un ballon, sur des cheveux, et on arrive à faire courber l'eau avec le magnétisme qui en ressort, même avec un simple stylo en plastique ou quoi. Donc c'est pas quelque chose de surréaliste de concevoir que l'eau courbe. Déjà, si vous regardez la série Terra Planis, saison 1, vous allez avoir des éléments, on a déjà parlé de ça. La lumière ainsi que l'eau courbe. Voilà. Donc, on continue. Ce que je vais montrer là, c'est le même principe. Des choses toutes simples qui montrent que l'eau courbe. Et toujours sous l'influence du magnétisme. Alors pareil, un peigne en plastique, une vieille chaussette, voilà, un petit filet d'eau. Alors on allume l'eau, hein, un petit filet, pour avoir une influence, hein, puisque bien sûr, le magnétisme d'un peigne à électricité statique n'a pas le même champ incommensurablement puissant que produit la Terre elle-même. Donc la petite chaussette, on frotte. Frottement va produire donc dans ce plastique, va s'emmagasiner un petit magnétisme. On voit que voilà, il change la trajectoire du jet d'eau sans toucher l'eau elle-même. Alors les champs magnétiques influencent sur les molécules d'eau. Oh là là! Quelle chose extraordinaire! Nous pouvons le prouver avec de simples expériences à la maison. Et bien sûr, reproduire en plus complexe avec des aimants, d'autres moyens. Mais l'eau courbe, voilà. Ça, c'est une chose qui n'est pas réfutable. L'eau courbe, tout simplement. Je sais que pour les gens qui pensent que la Terre est une sphère, c'est pas quelque chose qui est incompréhensible. Mais il y a des gens qui bloquent vraiment et ça devient un débat très musclé. C'est très simple. C'est de l'électricité statique, c'est donc du magnétisme. Bien sûr, du plastique et de l'eau, sans rentrer en contact, eh bien, vont avoir un échange. Et cet échange, il est invisible à l'œil. Pourquoi? Parce que ce n'est que du magnétisme. Et regardez, il épouse la forme du ballon avec ce magnétisme. Il courbe. Et si elle vient en poire à la fin, l'eau a tendance à vouloir suivre la forme. Donc,
c'est pas une chose incompréhensible d'avoir une terre biplate, car à l'équateur, nous savons qu'il y avait des phénomènes, et il faut comprendre qu'il y a un ciel du dessus, un ciel du dessous. Cet article, bien sûr, à Trust My Science. Alors, qu'est-ce qu'ils me mettent comme pub? Voilà. Des physiciens parviennent à faire léviter un liquide et faire flotter un bateau dessus, à l'endroit et à l'envers. Donc, la lévitation d'objets est un grand rêve de physiciens, bien que les scientifiques ne soient pas encore arrivés au point de faire léviter des grands objets dans les airs. Ils parviennent néanmoins à mettre au point des dispositifs expérimentaux recréant en partie ce phénomène. C'est notamment le cas d'une équipe de physiciens français qui récemment est parvenue à faire flotter un liquide dans les airs et à faire naviguer un petit bateau dessus à l'endroit comme à l'envers. Une équipe de physiciens français a montré que non seulement ils pouvaient faire planer une couche de liquide visqueux dans les airs, mais qu'un petit bateau pouvait également flotter sur la face inférieure de la couche de liquide, de la même manière que l'on flotterait normalement sur le dessus. C'est une expérience amusante. Tout a bien fonctionné et je suis toujours étonné par les résultats, déclare Emmanuel Forte, professeur à l'ESPCI Paris et auteur d'un article publié cette semaine dans la revue Nature. Il décrit cet exploit apparemment impossible. Habituellement, un liquide plus dense coule vers le bas. C'est pourquoi le pétrole flotte sur l'eau. Même si vous versez d'abord une couche d'huile dans un récipient, puis ajoutez délicatement de l'eau sur le dessus, l'eau plus lourde commencera à couler à travers l'huile, formant des extensions qui atteindront le fond. Des extensions qui atteindront le fond. Bientôt, l'eau se déposera au fond sous l'huile. Un liquide visqueux mis en lévitation grâce à des vibrations. La vibration, comme nous le savons, 432 de la Terre, le champ de la Terre. La recherche sur les liquides en lévitation de Forte, le professeur, donc, a commencé quand il a entendu une discussion sur le pendule de Kapitsa, du nom de Piotr Kapitsa, un physicien russe qui, en 1951, a décrit comment, si le pendule vibrait de haut en bas à la bonne fréquence, il resterait dans la configuration verticale indéfiniment. Une pensée est donc parvenue à Forte. Au lieu d'avoir un pendule à l'envers, nous pourrions peut-être obtenir une couche de liquide à l'envers. Alors, à lire aussi, une particule hypothétique pourrait constituer un portail vers la dimension, voilà, machin, ça, on verra plus tard, hein. C'est pas l'objet, ça, c'est l'eau qui courbe, et le fait que l'eau peut être en dessus et au-dessus et faire flotter un bateau, comme sur la biplate. En d'autres termes, les chercheurs voulaient créer une couche de liquide au-dessus de l'air. Cela ne fonctionne pas avec une couche d'eau qui ondule facilement et devient instable. Mais cela fonctionne avec le glycérol et l'huile de silicone, qui sont plus épais que l'eau. La viscosité plus élevée supprime les ondulations. Vidéo montrant comment un cycle de vibration répété permet de maintenir de l'huile de silicone en lévitation, donc un liquide. On va regarder cette vidéo. Accrochez-vous bien. Ça va très vite, hein, pour l'instant, parce qu'il y en a plusieurs, hein, celle où on met les bateaux et tout. Donc, je la mets en grand, on la regarde un petit peu et on va regarder les autres après. Donc là, la masse, on va dire, d'eau, elle lévite. Il y a de l'air au-dessus et en dessous.
Donc, on continue. Je regarde le chat vite fait. Vous pouvez réagir. Hein. Les vibrations environ Yesai Arbalettre, les vibrations environ 100 cycles par seconde ont poussé des bulles injectées dans le liquide vers le bas, formant un coussin d'air sous le liquide en lévitation. Les vibrations ont également généré un rythme régulier de compression qui a maintenu le liquide en lévitation intacte. Lorsqu'une goutte a commencé à se former, la forme ascendante de l'air a repoussé la goutte dans la couche, la maintenant stable. Et une grande quantité de liquide peut être mise en lévitation de cette façon. Les chercheurs ont démontré qu'ils pouvaient soulever environ un demi-litre et que le liquide pouvait se répandre sur 20 cm de large. En principe, ils auraient pu faire beaucoup plus. Il n'y a pas de limite. Il suffit de secouer davantage, indique Fort. Donc, sur le même sujet, nous avons un article que nous verrons plus tard, un autre jour. Une nouvelle technique de lévitation acoustique permet de manipuler plusieurs particules simultanément. Un coussin d'air suffisamment dense pour faire flotter des objets. Donc, Fort s'est également penché sur la manière dont les gouttelettes et les ondes dans l'eau peuvent servir de modèle pour certains aspects de la mécanique quantique. Une recherche dans la littérature scientifique a révélé que la lévitation de liquide avec des vibrations n'était pas un phénomène nouveau. D'autres scientifiques avaient découvert le phénomène il y a des décennies. Donc, vidéo montrant comment des objets peuvent flotter sur les deux côtés de la couche de liquide en lévitation. Voilà. Et là, il y a quand même l'influence du magnétisme terrestre. On peut développer sur cette expérience où elle a été faite et tout ça, mais le magnétisme rentre tout à fait au cœur de cette expérience. Donc là, ils ont testé que 2 bateaux peuvent de façon partielle faire une expérience, et donc c'est possible. Ils disent que finalement il n'y a pas de limite et que on pourrait faire plus. Donc je remets en grand pour vous, allez. Voilà. Donc bien sûr, c'est une expérience qui a amené les conclusions à dire qu'en fait, finalement, on pourrait le reproduire, que le phénomène n'est pas nouveau, que à une échelle de magnétisme incommensurable, c'est pas quelque chose qui est impossible puisqu'il n'y a pas de limite, ils le disent eux-mêmes. Voilà. Alors, mais l'équipe de Fort a suggéré quelque chose d'inhabituel. Des objets pourraient flotter le long de cette couche inférieure d'un liquide en lévitation. En raison d'un poids du liquide, l'air sous la couche de lévitation est plus dense. Et cet air plus dense pousse le bateau vers le haut dans le liquide, contrebalançant la force de gravité descendante. Force de gravité, il n'y a que du magnétisme qui est en jeu, là, parce qu'en fait, il y a le magnétisme terrestre à laquelle cette expérience est soumise. Elle est bien sur une surface terrestre, cette expérience qu'elle se produit, et donc elle est sous l'influence déjà du champ incommensurable. Donc c'est pour ça que sur la face où elle se trouve, bien le dessous de cet horizon-là va avoir cette tendance-là. Mais ça n'a rien à voir avec la gravité. Là, tout est... c'est là aussi où vraiment il y a un approfondissement à faire, puisque ces gens-là, limite, ils ne vous parlent pas du champ magnétique terrestre sous lequel a été faite cette expérience, parce que c'est à prendre en compte pour les résultats. Mais donc, résultat, un bateau flottant à l'envers tout de même. Les physiciens ont d'abord utilisé des petites perles rondes pour les recherches, mais ils ont ensuite commencé à utiliser leur imprimante 3D
pour que d'autres formes de plastique flottent à l'envers. Cela comprenait des canards et des grenouilles. Ceux-ci flottaient tous à l'envers sur la face inférieure du liquide en lévitation. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Vous puissiez voir les continents sur les deux faces, avec la déformation électrojet, des courants électrojet à l'équateur magnétique, où des déformations de la Terre se trouvent. Et vous voyez que quand un continent se replie entre l'intertropique et les deux faces sud et nord, il y a un petit décalage qui se produit sur les cartes, et c'est pour ça que pour la navigation, ces projections qui m'ont servi à faire ce montage viennent des projections des cartes de Lambert, voilà, où les deux pôles magnétiques peuvent être situés approximativement. Et donc, j'ai procédé, bien sûr, à un montage pour montrer la sphère céleste, les constellations autour, hein, bien sûr, animées par aussi cette puissance. On va en parler, puisque c'est la zone intertropicale qui interpelle le plus dans cette théorie, et il y a beaucoup de recherches à accomplir. Merci beaucoup de votre attention, et donc au prochain épisode de Terraplanis,